Euh, donc, effectivement, pour débuter, bienvenue à tous. Vous pouvez, comme je disais, pour ceux qui arrivent, communiquer avec nous par l'intermédiaire du chat. Quelques petites informations générales, rapides, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ces deux nouvelles lois. Ces deux nouvelles lois qui sont la loi climat et résilience qui a été validée, on le verra cet été, et la loi l'homme qui est un petit peu plus ancienne, mais qui a des mises à jour régulières que l'on va vous présenter. Alors d'abord, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Nouvelle Route, donc Nouvelle Route, on est un organisme de formation à l'éco-conduite et à la prévention du risque routier. On est présent sur l'ensemble du territoire français par l'intermédiaire de 8 directions régionales et d'un siège social, le siège social étant dans l'Isère, à Vouré, qui est une petite commune à côté de Grenoble. Les deux personnes qui vont intervenir aujourd'hui, moi-même, je suis le créateur de Nouvelle Route et je suis le responsable du siège de la société. Et bonjour, moi, Laurent Capillon, je suis le directeur de la région Paris-Île-de-France et de la région PACA au niveau de Nouvelle Route. Alors, pourquoi on vous propose ce webinaire aujourd'hui? Puisque il y a deux nouvelles lois, on en parlait climat et résilience et loi l'homme, qui viennent effectivement modifier certaines choses dans les logiques de fonctionnement et de formation pour vos agents. On verra que les obligations sont un petit peu différentes en fonction de deux types de collectivités. Ce sont les choses que l'on va aborder aujourd'hui. Alors, petit détail sur ces deux lois-là. La loi donc climat et résilience, elle est parue durant l'été. Elle est applicable dès maintenant puisque le décret est paru fin août et elle agit principalement sur des notions de formation obligatoire pour tous les conducteurs qui sont amenés à prendre le volant dans une collectivité. On verra quelles collectivités sont concernées, mais globalement, c'est toute personne qui prend le volant d'un véhicule léger doit être formée pour répondre à cette règle. Laurent? Et puis, il y a la loi l'homme, donc pareil, qui a été changée au courant cet été. La loi l'homme, durant ses dernières modifications, remet à jour le planning obligatoire de changement des véhicules lors des achats avec une obligation de bon de commande de véhicules dits propres ou très propres. Donc, on verra un petit peu plus loin ce que c'est que le véhicule propre ou très propre. Le véhicule donc à faible émission, dit propre ou très propre, sont des véhicules qui rejettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Alors, à ce jour, quand on a écrit ce slide, il était à moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre, mais avant-hier, vous avez le nouveau décret de loi qui a été sorti le 17 novembre, qui apporte ces deux modifications. La première, donc, un véhicule à faible émission, et ben maintenant c'est 50 grammes de CO2 par kilomètre. Et de plus, dans les véhicules dits à très faible émission ou très propres, suivant le vocabulaire que vous voulez prendre, vous avez les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, mais aussi tous les véhicules qui ont été rétrofités. Alors, le rétrofit, c'est quoi? C'est quand on change le moteur thermique d'un véhicule en moteur électrique ou à un moteur électrique, mais au lieu qu'il soit avec des batteries, comme on connaît toutes les voitures électriques, ce sera aussi avec une pile à combustible, donc tout ce qui est les rétrofits sur de l'hydrogène. Voilà. Donc ça, voilà pour la loi l'homme. Et d'ailleurs, justement, on va vous poser une petite question. D'après vous, vous allez écrire dans le chat, d'après vous, quels sont les véhicules qui sont considérés comme véhicules propres parmi ces 2, 4, 6 véhicules? Ce serait bien que
Ben, si vous savez, essayez d'écrire ou essayez de réfléchir d'après vous. Toyota Yaris hybride, Clio 1 litre de essence, Peugeot i208, Porsche Cayenne hybride rechargeable, une Tesla ou un Range Rover 4x4 Velar hybride rechargeable. Donc, France, Lesquels sont propres, voilà. lesquels sont propres? Tesla i208, Peugeot i208, Tesla, d'accord. Tesla. Toutes sauf la Clio, d'accord. Ouais. Toutes sont propres, Christophe. Tesla i208. D'accord. On va encore attendre 2 minutes. Tesla i208, plus hybride rechargeable. Tout sauf Clio essence, 208 Tesla. Bon, vous avez grosso modo tous répondu quelque chose. Et dans toutes les réponses qu'on a eues, toutes sauf essence, eh ben, en fin de compte, malheureusement, eh ben, il y a des oublis. D'accord? Alors, je vais vous les citer. La Toyota hybride rechargeable, Toyota hybride n'est pas considérée comme un véhicule propre. La Toyota hybride, elle fait au minimum 75 grammes de CO2 au kilomètre. Donc, elle fait plus de 50 grammes. Elle n'est pas considérée comme véhicule propre. La Clio Essence, on est à 119 grammes par kilomètre. Elle n'est pas considérée comme véhicule propre. La Peugeot i208, bien sûr, on est à 0. Donc, elle est considérée comme véhicule propre. Le Porsche Cayenne hybride rechargeable, lui, il est entre 70 et 74 grammes de CO2 au kilomètre en fonction des options que vous prenez dedans au niveau des jantes et au niveau de son aspect extérieur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avant, il y avait une émission de CO2 qui était par type de véhicule et aujourd'hui, elle peut varier en fonction des éléments que vous venez rajouter dessus. Tesla, bien sûr, on est à 0 g de CO2, donc elle est bien considérée comme un véhicule propre. Et le Range Rover 4x4 Velar hybride rechargeable, eh ben, au contraire du Porsche Cayenne, il est à 49 grammes de CO2 au kilomètre, donc lui est aussi considéré comme un véhicule propre. Donc si on fait le résumé, vous avez la Peugeot i208, vous avez la Tesla et le Range Rover 4x4 Velar hybride rechargeable qui sont considérés comme des véhicules propres. Voilà. Ce qui est intéressant de voir dans ce petit jeu qu'on vous a proposé, c'est qu'un véhicule qui, classiquement, naturellement, on se dit, ça n'est pas du tout un véhicule propre, c'est un Range Rover 4x4, parce qu'il est hybride rechargeable, va avoir, parce que c'est un choix du constructeur certainement, hein, des rejets de CO2 limités. Donc, c'est un véhicule propre. Il est à 49 grammes par kilomètre. C'est un véhicule propre. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les véhicules hybrides que certains d'entre vous ont achetés pour commencer peut-être à changer la flotte ne sont pas considérés comme des véhicules propres ou des véhicules très propres. Ils sont tous, s'ils sont que hybrides et qui ne sont pas hybrides rechargeables, tous les hybrides sont à plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre. D'accord? Olivier, tu peux changer, passer. Voilà. Ici, grosso modo, vous avez l'émission de ce qu'on appelle du puits à la roue, c'est-à-dire depuis la fabrication jusqu'à la destruction du véhicule, d'accord, avec, on va dire, la prise en compte de l'énergie. Si je vous dis ça, ça sera un petit peu plus tard pour ceux qui sont en base pour les véhicules électriques. De quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que les émissions de CO2, grammes par kilomètre, vous voyez, au niveau des hybrides, il y en a très, très peu. Il n'y en a même pas du tout qui sont dans la limite de 50 grammes de CO2 au kilomètre. Au niveau des hybrides rechargeables, on l'a bien vu, d'accord, avec le test qu'on a fait à l'instant et quand on regarde la Porsche, par exemple, eh ben, vous avez, en fonction du poids du véhicule, des options qu'il y a, vous avez 80% des hybrides rechargeables qui vont rentrer dans la catégorie des véhicules propres,
Et vous en avez à peu près 20% qui ne vont pas y rentrer. Donc, il faudra faire attention, d'accord, lorsque vous avez des hybrides rechargeables et que vous voulez changer votre plot, si vous voulez qu'ils rentrent dans ce fameux quota de véhicules propres, il faudra faire attention à leur émission de CO2. Les hybrides rechargeables à biocarburant, c'est-à-dire c'est tout ce qui est en plus de l'hybride rechargeable, le moteur ne fonctionne plus à l'essence, mais vient fonctionner à l'éthanol ou au 85, des choses comme ça. Eux, ils sont tous, grosso modo, dans ce qu'on appelle les véhicules propres. En France, les véhicules électriques sont considérés comme des véhicules très propres. D'accord ? Ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi est-ce que dans l'Union européenne, vous avez des véhicules électriques qui atteignent 60 grammes de CO2, en Pologne, plus de 100 grammes, et puis certains véhicules, on parle de la Chine surtout, où le courant est fabriqué à partir de charbon, atteignent plus de 250. C'est justement d'où vient l'électricité qui vient faire mouvoir le véhicule. En France, ils viennent de panneaux solaires, d'éoliennes et à 80% de centrales nucléaires. Ce sont des productions qui ne sont pas émettrices de CO2. D'accord ? Donc, le véhicule électrique comme le véhicule hydrogène sont considérés comme des véhicules très propres. D'accord ? En Allemagne, je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques années, ils veulent arrêter les centrales nucléaires, ils en ont arrêté un certain nombre et ils ont remis les centrales charbon en fonctionnement. D'où dégagement de CO2. L'électricité allemande est très polluante. Donc, du coup, si vous roulez en véhicule électrique, eh ben, vous polluez l'atmosphère. D'accord ? En Pologne, c'est encore pire. Et en Chine, on n'en parle même pas. C'est tout le courant est fabriqué à partir de diesel ou de charbon. Donc, là-bas, le véhicule, fut un temps, était considéré comme un véhicule très polluant. On ne pollue pas à l'endroit où on s'en sert, mais sur l'ensemble de la chaîne, vous êtes très polluant. D'accord ? Voilà. Voilà ce qu'il faut comprendre et voilà jusqu'au quoi il faut aller pour bien comprendre ce qu'on appelle un véhicule polluant, un véhicule donc propre ou un véhicule très propre. Voilà. Olivier ? C'est parti. Alors, on va vous détailler très précisément qui est concerné par ces deux lois selon votre type de structure et en passant à deux types de structures, deux types de collectivités. La première, c'est l'État et les établissements publics. Lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement veut dire pour l'instant, il y a un manque de précision là-dessus, veut dire achat ou location longue durée. C'est pour l'instant la définition qui est donnée. Il va y avoir certainement des nuances à apporter, pas forcément dans le secteur public, mais plus dans le secteur privé. Je vais prendre l'exemple des services à la personne qui demandent à leurs salariés de se déplacer avec leur véhicule personnel. La loi ne précise pas pour les entreprises si plus de 20 salariés qui se déplacent avec leur véhicule personnel, est-ce qu'ils rentrent dans le comptage des 20 ou pas? Ça, c'est une précision qui va être apportée. Mais pour l'instant, pour vous, État et donc établissement public, parc de plus de 20 véhicules légers, donc inférieurs à 3,5 tonnes, vous rentrez dans un certain nombre d'obligations qui sont identiques à la seconde classification pour les parties formation, mais qui sont différentes pour la partie renouvellement des flottes de véhicules. Donc, première partie, État donc, et établissement public. Deuxième partie, collectivité territoriale, ainsi que donc les groupements, ainsi que les entreprises nationales qui sont détenues totalement ou partiellement par l'État. Là, on va aller voir la notion de influence dominante, c'est-à-dire de pouvoir de décision. Ici aussi, on est sur le parc de plus de 20 véhicules légers en achat ou en location longue durée, en fait en usage. Alors,
quelles sont les obligations? Donc, vous devez vous situer dans l'un ou l'autre. Ce que dit le texte. Le texte, il dit les structures, les personnes assujetties aux articles, ce sont les deux que l'on vient de voir précédemment, le 224.7 et le 224.10, doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs pour permettre à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite. Et deuxièmement, le texte de loi dit, ces structures s'assurent notamment que toutes les conditions sont remplies pour les gens qui conduisent des véhicules hybrides rechargeables dans la partie optimisation de l'utilisation du mode électrique. Petite parenthèse là-dessus, il y a eu une enquête qui a été faite il y a plusieurs mois qui montrait que 80% des utilisateurs de véhicules hybrides rechargeables ne les rechargeaient jamais, donc ne roulaient que sur le moteur thermique. Et en plus de ça, 20% ne savaient pas que leur véhicule était rechargeable. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, ils n'utilisaient que la recharge en freinage ou en décélération et pas du tout la recharge branchée. Donc, ils avaient des consommations très élevées puisqu'ils ne rechargeaient jamais leur véhicule. Ça m'est arrivé, Olivier, de former, je te l'ai raconté, une personne sur une hybride rechargeable où on m'a demandé de le former parce qu'il était à plus de 17 litres au 100 de consommation et le parc auto ne comprenait pas pourquoi avec ce type de véhicule on faisait ça. À peine nous sommes montés dedans, au bout de 2 kilomètres, ce stagiaire me dit vous allez peut-être pouvoir me répondre à une question. Quand j'ai pris la première fois le véhicule, il y avait écrit dans l'autonomie 42 km d'autonomie en électrique. Et depuis, j'ai jamais réussi à monter à plus de 3 ou 4 km d'autonomie en électrique. Mais je lui dis, vous rechargez comment? Il me dit, mais ça ne se recharge pas ce type de voiture. Ma femme, elle a une Toyota Yaris. En roulant, on lève le pied, ça se recharge, puis voilà, mais je ne sais pas comment je fais pour arriver. Alors, je l'ai fait se garer, on a fait le tour du véhicule, puis je lui ai montré une petite trappe. Je lui ai dit, vous avez vu la trappe là? Il me dit, mais justement, j'allais vous demander, c'est quoi ça? Je fais, on a appuyé dessus. On a appuyé dessus, et derrière, il a découvert une prise. On a ouvert le coffre. En dessous, dans le coffre, il y avait une trappe. On a ouvert, il y avait un câble. Sa voiture, elle avait 22 000 km, il n'avait jamais rechargé son véhicule. Voilà. Après la formation, il est descendu à quasiment 0 litre au 100, tout simplement parce qu'il habite du côté de Versailles, il va travailler sur Paris au niveau de la Défense. Il fait son allée en électrique, il recharge son véhicule à son lieu de travail et rentre chez lui en électrique où il recharge. Et du coup, il consomme 0 d'essence durant l'ensemble de la semaine. Voilà l'histoire. Notion d'information qui sont primordiales sur ces choses-là. Alors, si on résume, c'est ce que le texte dit, si on le traduit en français, ça veut dire effectivement que État ou collectivité, premièrement, formation à l'éco-conduite, qui sont donc obligatoires pour tous les conducteurs pour réduire les rejets de polluants. Et deuxièmement, formation à l'utilisation optimale du mode électrique pour toutes les personnes à qui l'on a donné ou qui sont amenées à conduire des véhicules hybrides rechargeables. Formation à effectivement l'éco-conduite sur ces types de véhicules, les différents modes de conduite que l'on va avoir, mais aussi le système de recharge. Comment on recharge son véhicule, quand, selon le type de trajet que l'on va faire, ainsi de suite. Donc, c'est 2 modules pour accompagner les collectivités dans ces évolutions-là. Laurent, c'est à toi. Au niveau de la loi Hollande, il y a une évolution au niveau des quotas, d'accord? Les établissements, jusqu'à présent, ils devaient changer, grosso modo, 50% par contre, du renouvellement des véhicules en véhicules propres. Alors, ce qu'on appelle renouveler 50%, c'est-à-dire qu'au niveau des bons de commande, sur l'ensemble des commandes que vous faites durant l'année, que ce soit des commandes en LLD ou de l'achat pur, grosso modo, vous devez avoir au minimum 50% au niveau de tout ce qui est public, de ces achats ou de locations qui doivent être faits en véhicules à faible émission, voire très faible émission.
D'accord? La loi vient de changer, elle vient de vous monter votre quota de véhicules à 70% de ces renouvellements à partir de 2027. Voilà pour tout ce qui est les établissements publics Et l'État. et État. Voilà. Renouvellement, pour être très clair, c'est je change 10 voitures. Je change 10 voitures dans l'année. Je dois en faire rentrer au moins 5 qui sont des véhicules propres. Alors, je commande 10 voitures, je dois en commander 5. La loi dit ça. Exactement. OK. Voilà. Après, Olivier? Oui. Un petit peu Donc là, c'est pour les collectivités territoriales. Voilà. Les collectivités territoriales, c'est pareil. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, elles sont assujetties, grosso modo, à aussi un planning de renouvellement de véhicules. Comme tout à l'heure, c'est en fonction des commandes que vous faites. 20% de vos commandes jusqu'au 30 juin 2021, c'est 20%. 30% jusqu'en 2024. 40% jusqu'en 2027. On a fait une coquille. Et 70% jusqu'en 2030. Voilà. Alors, il y a monsieur, mon voisin. Je suis en train de vous répondre, Perrine. OK. Voilà. Mais bon, on va vous répondre en direct, Perrine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un webinaire qui est pour les collectivités, qui concerne les collectivités territoriales et services de l'État. Les entreprises sont bien évidemment concernées avec des quotas qui sont différents. C'est pour ça qu'on a séparé ça en 2 webinaires et on va faire un prochain webinaire soit en décembre, soit début janvier. On n'a pas encore bloqué la date pour aborder le sujet des entreprises. Mais si vous voulez, on se permettra de vous appeler, Perrine, après ce webinaire, et puis on regardera votre problématique et on vous expliquera. Voilà. On vous expliquera grosso modo les changements qu'il y a dans les entreprises. D'accord? Voilà. Pardon, je suis en train de jongler avec ma souris. Alors, comment on fait pour répondre à ces obligations? La première des réponses, c'est de commencer, si ce n'est pas déjà fait, ou de le continuer si déjà vous êtes dans cette dynamique-là, de mettre en place des formations pour former les agents qui vont utiliser les véhicules. Précision par rapport à ces mises en place de ces formations. Effectivement, il faut qu'elles s'adaptent aux contraintes, mais aux particularités des gens que l'on va former. Je vous prends un exemple qui n'est pas forcément dans le public, mais qui est dans le privé. Je reviens sur l'exemple des entreprises de service à la personne. Dans le service à la personne, 80% de l'activité se fait le matin. Et une formation classique à l'éco-conduite a une partie théorique le matin avec un groupe, plus une partie pratique en individuel les après-midi et les demi-journées qui suivent. Nous, nos propositions s'adaptent à ces contraintes-là. Et par exemple, on va former le groupe en formation théorique l'après-midi pour enchaîner ensuite les formations pratiques à raison le plus souvent d'1 heure en individuel sur les demi-journées qui suivent. Ce qui fait qu'on peut vraiment regrouper un groupe de 9-10 personnes, voire 12 personnes, un après-midi, ça pose moins de problèmes à la structure dans les services à la personne. Et ensuite, on a des rendez-vous individuels d'1 heure. Ces rendez-vous-là sont faciles à intercaler dans les interventions. On va pouvoir venir vous proposer des formations qui sont soit en intra-entreprise, c'est-à-dire un seul groupe dans une seule entreprise, soit effectivement nouveauté de nouvelles routes pour début 2022. Ça devait être automne 2021, mais les mises en place sont des fois un petit peu complexes. Nouveauté 2022, on va proposer des formations en inter-entreprise, c'est-à-dire que vous pourrez inscrire 2 personnes sur une formation qui aura lieu près de chez vous, dans un groupe qui sera constitué de 4 personnes, inter ou intra, pour des formations à l'éco-conduite.
On va pouvoir aussi vous proposer des formations à l'utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables. Sur le PDF que vous recevrez, il y a les liens sur notre site pour que vous trouviez ces modules précisément. Et puis, troisième point important aussi, que l'on rencontre, nous, souvent dans les collectivités achètent des véhicules souvent électriques pour répondre à cette obligation. Et il y a une appréhension de prise en charge de ces véhicules-là parce qu'on est boîte automatique, dans un premier temps, que ce soit une hybride rechargeable ou une électrique, mais aussi par rapport à l'électrique, une vraie question d'autonomie, une vraie peur de l'autonomie. Donc, on vient sur des modules plus courts, former des gens à la prise en main de ces véhicules et les rassurer sur l'autonomie, comment on vérifie l'autonomie de son véhicule et comment on fait en sorte de pouvoir être sûr de rentrer avec l'autonomie que l'on a. Alors, la loi l'homme. Alors, juste avant de commencer de vous parler de ce slide, on répondra à vos questions après, qui sont très, très intéressantes. À la fin, on répondra à vos questions et on vous dira ce que on comprend et comment on peut vous aider autour de ça. D'accord. La loi l'homme, aujourd'hui, elle instaure un changement profond des habitudes de déplacement et il faut essayer pour des gens comme vous, de la collectivité territoriale, dans tout ce qui est public, et même plus tard, on le verra pour le privé dans un prochain webinaire, mais il ne faut pas que ça vienne entacher la production, d'accord ? Ces véhicules ont un coût, le renouvellement de ces véhicules peut devenir important, et on est capable de vous conseiller dans vos et de s'engager, d'accord, pour vous permettre de gérer au mieux ces nouvelles obligations, d'accord. Quand on vient changer ce type de véhicule, d'accord, il faut se poser un certain nombre de questions. Tous ces véhicules, d'accord, sont pas adaptés à tout le monde. Vous le savez, nous on le sait, d'accord. Est-ce que tu peux descendre, Olivier ? Hop là. Voilà. Je vais vous poser une petite question. D'après vous, quand on doit passer ou se poser la question de dire quel type de véhicule on prend pour pouvoir répondre à ces obligations, quelle est, d'après vous, la première question qu'il faut se poser dans le quiz ? Ah oui, il faut se poser des questions. Capacité de recharge à 1. Les trajets, les fréquences d'utilisation. Quelle utilisation et autonomie. Donc, vous voyez, vous avez un tas de questionnements, hein, mais avant toutes ces questions, juste quelle utilisation et quelle autonomie, Gilles est encore en train d'écrire. C'est très bien, ça phosphore. Ayant un frein pour la conduite en automatique, ok. Voilà, exactement. Alors, avant de vous poser toutes ces questions, passe au slide d'après, Olivier, s'il te plaît. Bien, chef. Voilà. Il y a donc toutes ces questions qui sont des bonnes questions pour attribuer quel type de véhicule à quelle personne. Mais parmi toutes ces questions, d'accord, il y en a une qu'il faut au moins se poser avant tout ça. Alors, elle est sous-jacente par rapport à tout ce que vous avez dit là, mais juste par exemple, d'accord, la première des questions qu'on se pose quand on veut mettre un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable à quelqu'un, c'est est-ce qu'on va pouvoir le recharger la nuit pendant qu'on ne s'en sert pas ? Si c'est un véhicule de flotte
qui est au centre technique, eh ben, quel type de prise et quel type de puissance j'ai, grosso modo, pour pouvoir recharger ces véhicules. Si c'est des véhicules que les personnes emmènent chez eux, est-ce qu'ils vont pouvoir les recharger? Est-ce qu'ils ont un parking? Est-ce qu'ils ont un accès à une prise, etc. Ça, c'est l'une des premières questions à se poser. Ensuite, avant même encore d'arriver à ce type de questions que vous vous êtes posées à présent, vous avez par exemple la question suivante. Est-ce qu'on va transporter du poids ou pas dans ce véhicule? Vous voyez, il y a un tas de questions qu'il faut se poser avant de commencer à arriver à l'ensemble des premières questions que vous pensiez qu'il fallait se poser. Vous voyez, dans le cadre de dans quel ordre de priorité je choisis les agents qui vont utiliser ces véhicules? Ça aussi, c'est une des questions qu'il faut se poser. Faut-il aller vers une flotte 100% partagée ou pas, en profiter pour aller vers ce type de flotte et éliminer, grosso modo, c'est le retour d'expérience qui dit ça. Quand on revient vers une flotte partagée, vous avez à peu près entre 10 et 20% de diminution de l'ensemble de la flotte. Parce qu'on s'aperçoit qu'on est capable de la mutualiser et de faire rouler plus les voitures. Faut-il limiter le nombre de véhicules et prioriser autres modes de déplacement? Eh bien, peut-être que, vous savez, avec les plans de déplacement interentreprises, les plans de déplacement qui sont créés dans les villes, etc., eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on continue à utiliser un véhicule alors qu'on pourrait le faire autrement. Voilà. C'est une vraie. Je crois que cette loi LOM, dans ses obligations de renouvellement, apporte nécessite une vraie analyse globale des déplacements et pas que des véhicules. On peut mettre en place des modes de fonctionnement différents qui vont réduire les obligations de déplacement. On l'a vu partiellement avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Beaucoup de gens qui se déplaçaient ont mis en place des solutions pour pouvoir continuer à travailler sans avoir besoin de se déplacer, ou tout au moins beaucoup moins. On a vu l'explosion du télétravail et de ses résultats dans beaucoup de métiers qui étaient très positifs. Le télétravail, c'est aussi quelque part une manière de réduire la flotte et les rejets polluants, parce que les gens ne vont pas se déplacer pendant les jours où ils sont en télétravail, ou peu, parce qu'ils vont dans un centre de coworking, par exemple, proche de chez eux, et ne font plus leurs 40 km habituels. Certains métiers ne peuvent pas, mais un bon nombre de métiers peuvent passer sur des logiques mixtes. Télétravail, transport en commun, vélo électrique pour des trajets courts dans une ville, par exemple. Ça peut être une bonne solution. Donc, c'est vraiment une prise en compte globale. Et puis remettre des navettes aussi. Il y a certaines sociétés qui pour permettre de baisser leur niveau d'émission de CO2 au niveau de leur production, étant donné que maintenant, chez eux, ils comptent tout, même les déplacements de leurs salariés, ils ont remis des navettes électriques. Quelqu'un qui fait 30 à 40 km avec une navette 9 personnes. 9. Ouais, et du coup, il fait du ramassage. Voilà. Voilà. La loi. Alors, au niveau du conseil et accompagnement, on est capable de vous aider. D'accord? Au niveau de votre besoin. Nous ne sommes pas chez nous une société qui va vous aider en disant vous avez 40 véhicules et il faut en changer 20 sans se poser plus de questions de ça. On va aller vraiment jusqu'au bout des choses et effectivement, on va vous aider à prioriser. On va vous aider à aborder ce sujet-là sans, comme je vous disais tout à l'heure en préambule, sans changer ou sans éviter, d'accord, qu'il y ait de grands changements sur votre production, sur la façon de travailler et sur les conséquences des horaires et des nouvelles contraintes au niveau de vos collaborateurs.
Ensuite, on est capable de faire des formations, dans certains cas, avec des engagements sur résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, c'est une grosse société. Hein. Aujourd'hui, on a formé plus de 250 personnes courant cette année sur le risque routier et éco-conduite. On les aide, on les accompagne et on les conseille sur le changement des flottes et sur le changement des comportements. D'accord ? Et grosso modo, déjà à la fin de l'année, l'économie visée est de plus de 100 000 euros. D'accord ? Et puis, concernant là des établissements publics, d'accord, on a par exemple un autre exemple qui est un contre-exemple, d'accord, une association qui travaille dans le médico-social. Aujourd'hui, son responsable de flotte, quand on lui parle de ça, il est contre le véhicule électrique, d'accord. Il rejette toute la réglementation. Et aujourd'hui, grosso modo, il a dit à ses patrons, moi, en ville, vu ce qu'on fait, il nous faut des Tesla ou rien du tout. Du coup, il rejette tout plan de transformation. Et en off, il dit, moi, je préfère que ma ville paye les amendes plutôt que faire ça. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que peut-être qu'il va être contraint dans le renouvellement. Et dans ces cas-là, il n'aura plus de temps pour faire du conseil, pour avoir du conseil autour de ça. Et il va apporter, on va dire, de nouvelles contraintes à ses collègues ou à ses collaborateurs. Voilà. Parce qu'il va se retrouver dans une obligation de renouvellement d'urgence, Ouais. alors qu'il aurait pu l'anticiper, former les gens aussi, peut-être modifier les comportements, les tournées, les manières de fonctionner. Et comme il va être contraint de le faire dans l'urgence, il va prendre des mauvaises décisions et se retrouver, malheureusement peut-être, parce qu'on sait que ça peut être le cas, avec des voitures électriques en panne au bord de la route, parce qu'elles n'auront pas l'autonomie suffisante, mais pas parce que la voiture électrique n'a pas l'autonomie suffisante, parce que la tournée a mal été pensée et qu'elle aurait pu être pensée différemment pour le type de véhicule qui a été choisi. C'est vraiment une approche globale sur laquelle on peut accompagner nous les collectivités et les services de l'État sur cette réflexion vraiment générale et aussi nous s'engager sur effectivement les résultats en disant si on a une approche générale des choses, nous on sait que c'est une opportunité aussi pour économiser. Voilà. Olivier ? Dernière page. Voilà. Donc, respecter ces deux lois est possible, mais demande de revoir certaines pratiques. Nous sommes là pour vous aider et vous l'avez bien compris, avant toute chose, on est là surtout pour vous donner les bonnes indications. Donc, justement, en parlant de ça, le nouveau décret de loi qui est sorti avant-hier, si vous voulez le noter, on le mettra peut-être dans le mail récapitulatif. C'est le décret numéro 2021-1494 du 17 novembre 2021. Voilà. Ce que je te propose, Olivier, c'est qu'on commence à répondre aux questions. Il y a écrit dedans, pour la première question de Jean-Luc, qui nous demande si les associations, loi de 1901, donc pas publiques, mais qui dépendent du conseil régional ou départemental, sont-ils soumis à ces obligations ? Malheureusement, ils sont payés par là et c'est comme s'ils rentrent dans comment on dit, les entreprises ou leurs groupements qui sont gérés directement ou indirectement par les régions, par les collectivités territoriales. Et donc, ils rentrent dedans. Leur financement venant de l'État, ils sont considérés comme une structure d'État, a priori. Exactement. Une question des ministres sur le nombre de véhicules totaux. Effectivement, on ne compte dans ces obligations-là que les véhicules légers. Donc, dans votre cas, s'il y a moins de 20 véhicules légers, mais plus de 20 poids lourds, vous n'êtes pas dans ces obligations-là. Alors, aujourd'hui, on compte les véhicules légers. Alors, oui, sauf que dans cette nouvelle réglementation, et je ne suis pas allé voir dedans, ouais.
nouvelle réglementation, il parle des plus de 3 tonnes 5 et de tout ce qui est transport en commun. D'accord. Donc, Voilà. une évolution aussi récente hein, de ça. Ensuite, Patrice nous demande si la formation est obligatoire pour les collectivités qui détiennent plus de 20 VL. Oui. Alors, plus de 20 VL, donc véhicules légers, véhicules utilitaires ou véhicules utilitaires légers. Aussitôt que c'est des véhicules qui sont moins de 3 tonnes 5, de toute façon, vous êtes compris dedans. Mais pour revenir sur la question d'Émilie, de tout à l'heure, si elle veut changer en véhicule propre, électrique ou hybride rechargeable, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'elle passe par la formation de bonne utilisation des véhicules propres. Sinon, les coûts risquent d'exploser sur les hybrides rechargeables. Et les gens qui seront alors, dans une flotte effectivement partagée, les véhicules électriques serviront très peu, ou alors un véhicule attribué électrique à une personne qui n'est pas formée va peut-être, après ça dépend des gens, va peut-être avoir du mal à l'utiliser. D'application à utilisation. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Fabrice est en train d'écrire. Ah bah, il nous dit qu'il doit nous quitter. Voilà. Merci Fabrice. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est compliqué sans être compliqué en vérité. Cette nouvelle réglementation, que ce soit la loi climat ou la loi l'homme, mais qui est inscrite aussi dans la loi climat, d'accord. Il y a des choses à faire. Le vrai problème et le vrai questionnement et ce pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous faire le webinaire aujourd'hui, c'est d'attirer votre attention et surtout s'il y a des budgets qui vont être votés maintenant pour l'année prochaine, de ne pas vous oublier et le changement de véhicule et surtout tout ce qui est les formations qui vont y être assujetties. Voilà. Donc, c'est simplement pour ça que Olivier et moi-même, on a décidé de vous alerter là-dessus. On reste de toute façon à votre service si vous avez besoin de quoi que ce soit et on n'hésitera pas à répondre à vos questions, même off. Juste répondre à Patrice sur cette question-là. Ouais. Alors, oui, alors, elle n'est pas obligatoire pour les collectivités qui détiennent. Attention de bien comprendre dans le nombre de véhicules comptés, détenir ou utiliser. C'est-à-dire que si vous avez 15 véhicules en propriété et 10 véhicules en location longue durée, vous êtes considéré comme collectivité qui a 25 véhicules, puisqu'on considère l'usage, en fait, entre la possession et si c'est une location longue durée, par exemple. Tout ça rentre dans un même panier. Ce que l'on ne compte pas aujourd'hui, pour l'instant, et ce qui n'a pas été précisé dans la loi, c'est si, par exemple, vous demandez aux gens de faire des trajets professionnels avec leur véhicule personnel. On ne sait pas où, si ces personnes sont considérées comme étant, enfin, si les véhicules sont considérés comme rentrant dans cet usage ou pas. Mais de toute façon, Patrice, si vous mettez des véhicules propres type hybride rechargeable, la réglementation de la loi climat et résilience vous oblige à former les gens à la bonne utilisation de ce type de véhicule. Voilà, c'est bien ce qu'il faut garder en tête aussi. Je pense qu'on a fait le tour, Olivier. Oui. Je pense. On peut peut-être libérer ces personnes. Merci à tous pour votre participation. Bonne journée. Comme on est vendredi, écoutez, bientôt bon week-end.
Et on reste à votre disposition. Voilà, si besoin pour échanger, vous allez recevoir le PDF par mail en automatique de ce webinaire. Vous pourrez télécharger aussi le replay dans quelques minutes. Et on reste à votre disposition, si besoin, pour compléter ces informations-là en fonction des évolutions de ces deux lois et des évolutions aussi peut-être de vos parcs auto. Bon week-end à tous. Bon week-end.